Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur mon dernier ajout au garage, cette CBF 1000. Donc là voilà, cette Honda CBF 1000, c'est un modèle 2008, 68 000 km, modèle équipé de l'ABS, c'était une option à l'époque. Et j'ai pas pu passer à côté de cette affaire parce que comme vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre de la vidéo, on va dire que j'ai acheté la CBF 1000 la moins chère de France. Qu'est-ce qu'on obtient donc pour la machine entre guillemets la moins chère de France? Donc comme je vous le disais, on a une machine de 2008 qui totalise 68 120 km au compteur, très exactement. On a une machine qui, esthétiquement, franchement, esthétiquement, elle est plutôt propre. On n'a pas de carénage cassé, on n'a pas de... Alors, il y a des petites rayures par-ci, par-là, mais franchement, on a une machine qui est visuellement et esthétiquement assez propre. Le gars a laissé les valises latérales, très bien. Par contre, il a récupéré son top case, mais il a laissé la platine. Je n'ai pas trop compris l'intérêt, parce que normalement, on a besoin de la platine avec le top case. Bon, bref. Donc, je vais vous faire un petit peu le topo technique, on va dire, de cette machine. Donc, CBF 1000 Honda. À l'époque, c'était une machine qui a été pressentie, entre guillemets, pour rivaliser avec les autres machines des autres constructeurs. Mais à l'époque, les gens attendaient beaucoup une Hornet 1000. Manque de peau, il y a une CBF 1000 qui est sortie avec une puissance assez juste, hein, on est à peine aux 100 chevaux. Par contre, ils annonçaient un petit peu plus de couple. Par contre, le bouilleur, donc le moteur, c'est le moteur de la CBR 1000. Donc un moteur qui était déjà réputé en béton armé, hein, c'est un moteur qui est vraiment solide, à part quelques petits problèmes de stator ou de rotor, non, de stator de mémoire du côté alternateur. Bref, sinon à part ça, c'est un moteur qui était ultra fiable. Et donc, dans l'histoire, il a perdu 40 chevaux pour gagner à peine quelques newton-mètres, plus bas, c'est sûr, mais bon, c'est cher payé, il y a quelques newton-mètres. Donc, on est sur une fourche traditionnelle non réglable. On est sur du freinage, triple piston étrier flottant, 2 disques. On est sur un modèle équipé donc de l'ABS. Vous voyez la cible ABS, comme je vous le disais, hein, c'était une option à l'époque et c'est bien écrit hein, dessus, c'est du combine ABS, ça veut dire qu'on a un ABS combiné, donc avant-arrière. Le pneu à l'avant, il est rincé. Le pneu à l'arrière, il est encore largement assez bon. Alors, il est peut-être un petit peu vieilli. Je verrai comment il se comporte sous la flotte. Mais à l'avant, c'est sûr qu'il va falloir que je le change. D'un point de vue disque, on a des disques qui sont un petit peu rognés. Mais on a une épaisseur minimale qui est donnée à 3,5 mm sur ces disques. Donc, je vais vérifier. Je ne pense pas que je sois obligé de les changer. Mais bon, il va falloir s'en occuper. Radiateur plat, pas de radiateur incurvé, rien du tout. On a le traditionnel maintenant qui est bien connu, mais à l'époque c'était un peu l'innovation, hein, c'était ce cadre backbone là comme ils appellent, avec une espèce de colonne vertébrale hein, en acier qui vient ensuite se fixer sur le moteur qui fait partie intégrante du cadre entre guillemets, et donc ces renforts, ces platines en aluminium et le bras aussi en acier qui tout viennent se visser avec la boucle arrière, etc. Donc on arrive sur cette tête de fourche qui à l'époque ressemblait beaucoup. En gros, c'était comme la CBF 600. C'est un petit peu ça qui lui a desservi à l'époque parce que cette CBF 1000 ressemblait trop à une CBF 600. Mais donc, on a un double optique halogène avec des clignotants. Pareil, à l'époque, il n'y avait pas de LED, hein, c'est tout de la loupiote. Des clignotants donc qui sont intégrés au carénage. Moi, je trouve ça assez joli. On a une bulle aftermarket, donc une bulle qui a été changée par les précédents propriétaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je suis content d'avoir ça. Par contre, on a un rajout sur le dessus, donc pour encore plus vous protéger. Moi, j'avoue, c'est en plein dans mon champ de vision. Donc ça va dégager. Des rétroviseurs assez standards qui viennent se monter sur le carénage. On a un tableau de bord qui est assez complet avec une jauge à carburant, les clignotants, les voyants d'état moteur, votre contour avec un petit cadran sur le côté, votre compteur avec pareil l'odo et le trip, etc. Et de l'autre côté, on a les différents voyants électroniques, donc que ce soit le HISS qui est l'antidémarrage avec la clé codée, parce qu'à l'époque on avait déjà une clé codée, le voyant ABS et le voyant FI, parce qu'on est en fuel injection, on est sur une injection. On a des commodos assez standards pour l'époque avec les warnings. De l'autre côté, rien de bien transcendant. On a juste les feux, les clignotants, klaxon. Tout est hydraulique, que ce soit les freins ou l'embrayage, avec un réglage en éloignement des leviers. Ça, c'est plutôt pas mal. Bien entendu, on est sur un accélérateur à câble. À l'époque, le ride-by-wire, ça n'existait pas.
On a donc une conduite qui est résolument GT, hein, enfin tout du moins une position résolument GT, avec des pontées de guidon qui sont, alors j'irai pas jusqu'à dire rehaussées, mais qui ont une hauteur significative, et un guidon cintré qui remonte bien haut, chromé, hein, à l'époque, il y avait beaucoup, les guidons étaient beaucoup chromés à l'époque. Pareil, hein, les plus anciens reconnaîtront ça, les tapis de réservoir Baxter, à l'époque c'était à la mode, moi j'avoue j'ai jamais kiffé ça, donc ça va virer très rapidement. Ensuite on arrive sur le latéral, donc avec ce bloc de la CBR 1000, encore une fois dégonflé, hein, c'est écrit dessus 998 cm3, avec le fameux Honda, on a notre petit œilleton pour l'huile, le filtre à huile de ce côté-là. Bien entendu, je vais faire une vidange, je vais sûrement changer les bougies également. On voit la boîte à air sur l'arrière. Je ferai également, alors je vais vérifier déjà le filtre à air, hein. Je vais faire une révision complète, hein, de toute façon, en plus des petites modifications esthétiques, hein, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Je vais donc vérifier l'élément filtrant et il me semble, je me suis laissé dire qu'il y avait une espèce de vanne là qui était à l'admission pour un peu atténuer les bruits d'admission. Je ne sais pas si ça tombait en panne râpée souvent ou pas, bref, je vais essayer de voir si je peux supprimer ce système pour simplifier tout le système. On a des commandes donc qui sont assez classiques, hein, mais qui sont correctes, hein, d'un point de vue design, qui sont assez sympathiques, qui sont classiques mais sympathiques, avec des caoutchoucs sur les cale-pieds, la petite pédale de frein assez sympa, avec les petits trucs antidérapants façon racing, c'est assez sympa. On a un amortisseur arrière qui est monté full sur biellette, hein, on n'est pas sur un amortisseur qui est posé sur le bras aussi, on a une biellette de renvoi, donc ça améliore encore une fois le comportement de l'amortissement arrière. On est là encore une fois sur une machine type GT, enfin GT, façon de parler, mais qui est censée enquiller des bornes. Les cale-pieds passagers qui sont un petit peu moins richement dotés mais qui sont présents, il n'y a aucun souci de ce côté là. On voit la platine de support donc du top case, hein, c'est sûrement de l'adaptable, hein, parce que vous voyez il y a des petits trous, des machins, bon bref, l'important c'est que ça tienne. On a donc les valises latérales avec les supports, là c'est le passager qui est bien large sur l'avant et qui a l'air... Alors le plastique est un petit peu crunchy comme diraient les Anglais, les Américains, il est un petit peu vieux, il est un petit peu raide le plastique. La mousse a l'air encore assez confortable. La selle arrière qui est amovible avec la serrure qui se trouve ici, toute l'armature donc qui va avec les valises, le top case et compagnie. On voit qu'il y a un passage de roue, un ras de roue, hein, qui a été posé. Ça je vais le laisser, c'est assez sympathique. Sur ce millésime donc, on est encore sur un double échappement latéral double. À partir des modèles, je crois que c'est 2009 ou 2010, ils sont passés sur un échappement simple côté droit. J'avoue, j'aurais préféré avoir ça. Et il y a eu un facelift, ou du moins une modification de la tête de fourche. Le visuel avant a été modifié. Sur l'arrière, donc pareil, hein, on est toujours sur des loupiottes full des ampoules. Hein, il n'y a pas de LED, mais on a les clignotants donc, qui sont intégrés au carénage avec le feu stop. Franchement, moi je trouve que le design était assez réussi. Ça change des clignotants qui pendouillent sur les côtés et qui sont disgracieux. Là, on a vraiment tous les blocs, tous les optiques qui sont bien intégrés. On a les poignées passagers pareil qui sont bien intégrés dans la ligne de la machine. Le garde-boue arrière d'origine, ça me plaît bien, ça évite de se prendre toutes les projections et généralement les mecs ils changent tout. Là on est encore sur le garde-boue arrière d'origine, ça me plaît bien. Le petit autocollant CBF 1000 qui est en bon état de ce côté-là. De l'autre côté, il a mal vieilli. De ce côté-là, donc le deuxième échappement gauche. On a donc ici le réservoir de liquide de refroidissement. Il me semble que je suis au niveau mini. Quand j'ai récupéré la machine pour la petite histoire niveau d'huile, au mini également. Donc il a fallu que je rajoute un petit peu d'huile dedans. On est sur question béquille, c'est ça qui facilite l'entretien et qui augmente le caractère routier, on va dire GT de cette machine. On a la double dotation, donc la béquille centrale ainsi que la béquille latérale. Un sélecteur de vitesse qui est réglable avec un double renvoi parce que la boîte ça se trouve là-haut, donc le sélecteur est là-haut et on a donc une double biellette pour le sélecteur de vitesse et donc l'embrayage hydraulique avec une durite qui a l'air assez récente, j'avais pas fait attention à ça. On voit le capteur de position papillon sur le boîtier pape avec les injecteurs, un injecteur par cylindre parce que sur la CBR 1000 de mémoire, il y avait une double rampe d'injection, donc il y avait en gros il y avait 4 injecteurs, il y avait une double rampe d'injection. Sur celle-ci, donc comme je vous disais, hein, il a perdu 40 chevaux dans l'histoire l'engin. Ils ont fait sauter la deuxième rampe d'injecteur. Ils ont un petit peu modifié le comportement moteur pour aller chercher du couple et ils ont diminué de mémoire hein, les diamètres du collecteur et du tuyau d'échappement pour encore une fois nous donner plus de couple. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais tout ce que je me souviens, c'est qu'on a perdu beaucoup de chevaux pour gagner très peu de couple. Par contre,
contre, c'est vrai qu'il est quelques milliers de tours plus bas, donc disponible plus tôt et donc plus en accord avec le comportement routier de la machine. Et donc ensuite on arrive sur l'autre côté avec le latéral, notre radiateur qui perd sa pinture, heureusement que c'est de l'aluminium, le deuxième étrier flottant triple piston et donc l'autre côté de la machine. Vous voyez que les joints spi sont en bon état, ça c'est une bonne chose, pas besoin de les changer. On est sur de la durite aviation à l'avant, enfin tout du moins les durites qui vont à chaque étrier c'est de la durite Avia, si je dis pas de bêtises, ouais, avec le frein combiné. Et par contre après toutes les durites, tout ce qui remonte plus haut vers les mid-cylindres, là par contre on est sur de la durite traditionnelle. Et à l'arrière on est sur le même étrier qu'à l'avant, c'est un triple piston qui est en montage flottant de chez Nissin. ABS également sur l'arrière, je vous l'avais dit tout à l'heure, avec la cible. Et le disque arrière, lui par contre, il est quasiment pas usé. Écoutez, donc quelle est la suite des événements pour cette CBF? Bon bah comme je vous l'ai un peu laissé entrevoir, déjà modification esthétique, retirer donc, alors il n'y a pas beaucoup d'autocollants sur celle-ci, mais retirer les 2-3 petits trucs qui me plaisent pas trop, qui sont un petit peu trop vieillots, retirer le tapis de réservoir qui me plaît pas. Alors ça c'est toujours la surprise, hein, parce qu'on sait pas dans quel état du coup est le réservoir en dessous. Ça se trouve la peinture elle est chiurée, ça se trouve il est poqué, ça se trouve il est nickel. Bref, je verrai ça, ça va être la surprise. Retirer la deuxième protubérance là sur la bulle qui est déjà bien haute, parce que j'avoue ça me gêne dans le champ de vision et puis esthétiquement je trouve pas ça fou. Et puis je fais pas non plus 2,10 m, donc j'ai pas forcément besoin de ceci. Lui faire une révision bien méritée, donc filtre à huile, vidange, éléments filtrants du côté de la boîte à air, vérifier l'état du kitchen, vérifier tout ce qui est côté liquide de refroidissement. J'ai déjà commandé une nouvelle top case à mettre à l'arrière, parce que je vous avouerai que j'envisage de partir avec ma femme en petit week-end nous balader, donc les valises latérales ça va bien nous servir, plus la top case arrière. Donc j'ai commandé une top case pour l'arrière. J'ai également commandé des silencieux d'échappement Dominator. Je les ai chopés à un tarif plutôt assez intéressant, j'ai envie de vous dire, moins de 400 € les deux, parce que vu qu'il y en a deux, ça coûte vite une blinde, hein. Donc là, je les ai chopés à moins de 400 € les deux. Normalement, c'est homologué. Il y a des chicanes, tout du moins, il y a des DB killers. Ça va donc, améliorer le look de la machine, améliorer la sonorité de la machine pour le plaisir des oreilles, sans non plus casser les oreilles, hein, parce que le but c'est pas non plus de casser les oreilles de tout le monde. Et surtout 3, on va gagner beaucoup de poids parce que ces silencieux d'échappement ils sont ultra lourds d'origine. Bref, donc ça c'est prévu également. Bah, c'est déjà pas mal, hein, une petite remise en état, une petite rénovation, restauration, et surtout après rouler avec cette machine, parce que c'est le but. Et c'est vraiment une machine qui, alors je l'ai roulé déjà, alors même pas quelques kilomètres, j'ai juste fait le tour du pâté de maison avec. Et ça a l'air super confortable, avec une position assez relaxe, des suspensions qui sont réglées souples. J'ai pas vu si l'amortisseur arrière était réglable, mais on est sur des suspensions qui sont réglées, qui sont tarées souples en tout cas. Donc ça va être une machine pour cruiser, pour rouler et pour partir en balade et partir en week-end tranquillement à deux. Et donc avant de la rentrer dans le garage pour commencer la métamorphose, je vais quand même la démarrer pour qu'on écoute une dernière fois avant de recevoir les nouveaux échappements, les échappements d'origine, et ensuite je commence à m'attaquer au boulot. Donc contact, comme je vous disais, avec une clé codée. On a les différents voyants qui s'allument, démarreur. Alors vous voyez, la batterie n'est pas de toute première jeunesse, mais ça démarre sans problème, hein, quand même. C'est un 4 pattes, c'est un 4 cylindres, hein. C'est harmonieux, c'est équilibré, c'est sûr que ça cogne et ça claque beaucoup moins qu'un bicylindre. 1000 en plus, donc c'est vrai que c'est une motorisation, c'est des motorisations qui sont harmonieuses et qui sont symétriques en tout cas. Et d'un point de vue sonorité, donc vous entendez les échappements d'origine, ça ronronne correctement, c'est très polissé, le niveau sonore est très modéré, peut-être même un petit peu trop modéré. On entend plus le moteur tourner que les échappements. Alors après, moi je ne suis pas pour les échappements full barouf, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus gratifiant d'avoir une moto qui ronronne un petit peu plus, tout en restant bien entendu dans les réglementations, hein, tout en restant street legal, homologué route, mais d'avoir tout du moins une sonorité un petit peu plus flatteuse.
Donc ça y est, j'ai commencé le boulot, donc selle passager retiré. Donc vous voyez l'emplacement sous la selle, il n'y a pas grand chose, mais il y a un petit emplacement pour mettre un U quand même. On a la petite trousse à outils, c'est assez rare de l'avoir toujours, on voit que les propriétaires ont pris soin de cette machine, on a toujours la trousse à outils. Selle conducteur, donc sous la selle conducteur, on retrouve donc la centrale ABS avec des connecteurs, je pense que c'est de la prise diagnostique, je suis pas sûr, mais je pense que ça doit être ça. Et la batterie, parce que comme d'habitude, je vais mettre mon câble pour mon Optimate, donc pour mon chargeur de batterie. Donc je vais mettre le câble pour pouvoir y accéder sans être trop embêté. Et donc la batterie se trouve derrière le cache, côté droit. Donc vous avez donc une batterie avec des connectiques sur le latéral du fusible, de la connectique, la boîte à air. Donc pour caser un gros moulin, une grosse transmission là-dedans, et forcément c'est ultra compact l'histoire. Après de toute façon, pour retirer donc le tapis de réservoir, il fallait que je retire les caches. Donc j'avais prévu de tout retirer, mais j'étais pas forcément au courant que la batterie est de ce côté-là. Et donc la batterie n'est pas sous la selle, mais bien sous le cache latéral droit. Donc écoutez, je monte mon câble de recharge, je continue le boulot pour retirer donc le tapis de réservoir. Et voilà, première étape terminée, donc le câble de maintien de charge de l'Optimate est passé, donc moins, plus. Le fusible, tous les câbles, ça passe tout proprement par tous les fils. Le fusible est bien camouflé et bien placé. On fait passer les fils le long du câble proprement pour atterrir sous la selle passager. Donc comme ça, je n'ai plus qu'à retirer donc la selle passager avec la clé, brancher mon maintien de charge et sans aucun problème, rien d'autre à démonter. C'est propre, c'est pratique. Et bien voilà, maintenant le tapis de réservoir est retiré. Le réservoir est nickel, pas de poc, pas de rayures. On a même les autocollants d'origine qui vous disent de bien mettre vos protections, l'autocollant d'anti-démarrage, ça vous dit de mettre l'essence sans plomb et ainsi que chaque commande qui est répartie sur les différents commodos. Alors les petits autocollants, je ne suis pas sûr de les laisser, hein. Encore une fois vous me connaissez, moi les autocollants ils sont un peu jaunis en plus, bon, donc je pense que je vais les virer. On a même le petit pad Honda hein, qui est badgé Honda pour protéger le réservoir, la peinture est nickel, on a les badges Honda sur les côtés. Bref, bonne surprise hein, donc. Par contre, ces tapis de réservoir, il y avait pas mal de flotte et de condensation sur l'avant du réservoir parce que forcément toute la flotte qui rentre quand on roule, ça reste un petit peu. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop garder ces trucs-là. Après, il y a des gens qui sont fans de ça. Moi, j'avoue, je kiffe pas et je trouve que ça donne... le look de la machine sans le réservoir avec la peinture brillante et les ailes Honda, franchement c'est vraiment classe. Par contre, on voit donc du coup une différence de teinte entre la tête de fourche, le carénage avant et le réservoir. Forcément, la tête de fourche, elle n'a pas été protégée. Après, je pense qu'avec un petit coup de polish, nettoyage et polish, et ça devrait harmoniser un petit peu la teinte de l'ensemble. Bon, écoutez, maintenant, donc je pense... Je vais retirer les autocollants. Il y en a qui vont crier au sacrilège parce que c'est des autocollants d'origine, etc. Bon, bref. Et je vais retirer donc la protubérance supplémentaire sur la bulle, resserrer un petit peu les vis de la bulle sous les caches en caoutchouc. Je vais les retirer sans les habiller. Voilà, resserrer les vis parce que j'entends quelques petites vibrations dans la bulle. Donc resserrer ça et continuer avec les modifications light, on va dire esthétiques, avant d'attaquer la révision parce que du coup il me faut les bougies, l'huile et le filtre à huile. J'ai commandé ça, j'ai pas encore reçu, donc je m'attaque principalement à la partie esthétique de la machine. Allez, on continue de bosser sur la CB1000F. J'ai reçu donc le top case que j'ai commandé sur eBay à 50 balles de mémoire avec un bon de réduction. Ça vient de chez Götz en Allemagne. Ça avait l'air pas trop mal. Donc on va ouvrir ça pour voir ce que ça donne. Bon et voilà, donc le volume est là, hein. J'ai pris un top case, une top case qui est censée pouvoir accueillir deux casques intégraux. Donc normalement ça devrait le faire. Ça fait un beau bébé, hein. La platine normalement elle est dedans. Bref, je déballe tout ça et on commence donc le montage en démontant l'ancienne platine, en montant la nouvelle platine et on met le nouveau top case à sa place. Donc c'est ça, on a la nouvelle platine avec tout le castillage qui était dans le top case, la top case pardon.
C'est annoncé comme étant du 58 litres. Bon, alors, ouais, si, je pense que ça devrait passer de casques intégraux dedans. Bon, on verra bien. Donc, du coup, je continue l'assemblage avec le remplacement, donc, comme je vous disais, de l'ancienne platine par la nouvelle platine et la fixation, donc, de la top case sur la bécane. Bon, voilà, nouvelle platine installée. Finalement, je croyais que j'allais devoir repercer des trous, mais j'ai pu réutiliser les trous existants. J'ai réussi à me débrouiller. C'est bien solide, vous voyez, il y a toute la bécane qui bouge. Donc, écoutez, il n'y a plus qu'à mettre la top case dessus et on sera pareil. Bon, et voilà, la top case est donc installée. Et on a un volume assez conséquent. Je vais tester avec des casques un petit peu plus tard. On a donc un beau et large catadioptre sur l'arrière. On a une poignée pour l'embarquer si on souhaite l'embarquer. On a donc un jeu de clés, donc forcément, c'est pas les mêmes clés que les latérales, donc ça va faire une clé supplémentaire sur le trousseau de clés de la machine. On a des petits linguets là, qui la retiennent en place. Alors, on n'a pas de joint, c'est un petit peu dommage, on n'a pas de joint sur le pourtour pour l'étanchéité, c'est juste l'épaisseur de la lèvre qui fait étanchéité, de l'emmanchement entre les deux. Et on n'a pas de système de clips avec la poignée, etc. pour la tenir. C'est donc une vis à main qui est insérée, donc qui est vissée par l'intérieur de la valise pour pas pouvoir se faire dévisser, et donc qui vient se prendre sur le dessous de la platine. Alors c'est assez cheap, en même temps, comme son nom l'indique, c'est 50 balles sur eBay, donc faut pas s'attendre non plus à des miracles, mais bon, du coup ça fait le taf, ça va me permettre de pouvoir mettre des choses dedans, mais bon, pour 50 balles, on va dire que ça fait le boulot. Par contre, il y a la marque sur le dessus, ça je vais virer, parce que vous savez très bien, ceux qui ont l'habitude de regarder la chaîne, être un panneau publicitaire, c'est pas trop ma passion. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'attends toujours donc les échappements, donc il me reste les échappements, la petite révision à prévoir. L'assurance est faite, la carte grise est en cours. Je vais encore retirer quelques petits autocollants, parce que vous savez, moi je suis un maniaque des autocollants, donc j'ai encore retiré quelques autocollants sur les valises. Écoutez, on sera pas mal sur cette CBF. Après, il n'y aura plus qu'à aller essayer ça, aller rouler et essayer cette machine. Bon, voilà, bonne surprise en rentrant à la maison ce soir. Un petit colis, enfin petit, de chez Dominator. Donc c'est mes silencieux, c'est mes pots d'échappement. Voilà la référence pour ceux que ça intéresse. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vis de fixation qui se situe par là, derrière la fixation de bagages. Et ensuite, on attaque donc les vis qui maintiennent les silencieux sur les collecteurs. Donc, je vais pulvériser un petit peu de dégrippant là-dessus pour pas être embêté. Et ensuite, j'attaque le démontage du coup. Alors, pendant que le dégrippant est fait, je vais ouvrir le colis avec vous en direct. Donc, ça vient en direct de chez Dominator. Dominator, c'est fabriqué en Pologne, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, je crois que c'est polonais. Il faut bien séparer les deux colis en deux. Et ensuite, ça s'ouvre sur le dessus. En fait, c'est deux colis d'échappement qui sont collés les uns aux autres. Et à l'intérieur, on accède donc à la marchandise, donc l'accastillage, le tube et le support déjà, enfin deux supports, et ensuite le silencieux en lui-même. Alors, à quoi ça ressemble? Donc là, on a les deux colliers de fixation des silencieux. Là, on a un tube d'échappement avec le support pour la béquille centrale. Donc, il ne faudra pas vous gourer de côté. De toute façon, normalement, vous ne pouvez pas vous gourer de côté. On voit que le diamètre est supérieur par rapport au tube d'origine. Les tubes d'origine sont vraiment assez fins sur cette machine. Là, on a un diamètre qui est supérieur sur ce tube Dominator en inox, bien entendu. Et à l'intérieur, je pense qu'on doit avoir à l'intérieur du sachet. Ouais, c'est ça. On a donc la chicane, la vis de fixation de la chicane, deuxième vis de fixation et deuxième chicane. Et c'est tout. Voilà, le truc, il est vide. Donc, on a bien les chicanes. Ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, chicane, c'est plutôt un DB killer, parce que ça fait pas vraiment chicane. Ça réduit juste le diamètre. Et donc, on sort un des deux silencieux du papier bulle. Et voilà ce que ça donne pour le silencieux en lui-même. Donc c'est juste à emboîter
serrer les colliers, bien positionnés. J'ai choisi la version avec le tube de fuite là un petit peu qui est galbé, hein, c'est pas juste coupé avec le tuyau qui sort. Je trouve que c'est plus sympa les bouts un petit peu qui sont biseautés comme ça. On voit bien que c'est un trou direct, hein, et donc on insère la chicane et on la visse avec la petite clé pour diminuer. C'est simplement un réducteur de diamètre qui va venir comme ça dans l'échappement du coup. Et je pense que du coup ça devrait plutôt rendre pas mal. On devrait garder plus ou moins la ligne de l'échappement d'origine sans la petite protubérance qui dépasse, mais on garde le petit biseau là. On devrait avoir une meilleure sonorité et surtout un sacré gain de poids. Parce que là, le silencieux, donc, à lui tout seul, ça doit faire quoi? Peut-être 2 kg, 3 kg, pas plus. Plus la castillage, si on est à 5 kg, j'ai envie de dire 5 ou 6 kg le silencieux. Et encore, ouais, je suis déjà large, ça se trouve, c'est 6 kg pour les deux. Je crois qu'ils annoncent 9 kg et quelques pour le colis, en tout du moins, il était identifié comme étant 9 kg pour les deux silencieux. Donc ça fait, ouais, c'est ça, on va dire que ça fait 5 kg. 4-5 en gros, 5 kg le silencieux par côté. Donc je pense qu'on va gagner pas mal de poids par rapport au silencieux d'origine. Bon écoutez, je m'attaque donc au démontage des silencieux d'origine et au montage des nouveaux silencieux Dominator. Si petite précision, je ne vois pas, alors précision et alors déception oui et non parce que je m'y attendais, je le savais plus ou moins, je ne vois pas de numéro d'homologation sur les silencieux, donc ils ne sont pas frappés avec un numéro d'homolo. Donc au contrôle technique, je sais qu'il y a des contrôles techniques qui vérifient que la chicane, il y en a d'autres qui veulent un numéro d'homol. De toute façon, alors ces silencieux donc ils viennent d'Europe comme je vous disais, Pologne, hein. Par contre il n'y a pas de numéro d'homol, donc ils les ont pas homologués, donc du coup ça permet de baisser les coûts, mais en attendant vous vous retrouvez avec un silencieux qui n'est pas officiellement homologué, il y a juste un réducteur de diamètre, une sourdine on va dire à l'intérieur. Bon bien ça y est les amis, les pots Dominator donc sont installés. Je vous avouerai que c'est loin d'être les pots qui sont installés le plus facilement. Ça n'a pas été vraiment un plaisir d'installer ces pots d'échappement parce que ce soit donc l'accastillage fourni qui est pas, c'est pas que c'est pas de bonne qualité, mais bon, c'est pas pratique, j'ai envie de dire. Les chicanes qui sont pas installées, donc du coup, je vous avouerai que comme un bleu, hein, j'ai fait tomber la vis ou je sais plus comment je me suis débrouillé, soit une douille, soit une vis. En vissant la chicane, c'est tombé dans l'échappement. Donc qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu que je redémonte tout pour aller chercher dans le collecteur tout en bout, tout au fond, en bas, là, le truc qui était tombé. Les colliers de serrage, donc les colliers de serrage du silencieux sur le tube, pas de souci, on est pas mal. Les tubes sont bien positionnés, la butée de béquille très bien. Par contre, les colliers de serrage du tube sur le collecteur, c'est n'importe quoi, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais là, donc le collier, il est en butée. Et le tube n'est pas complètement serré sur le collecteur. Il y a encore un petit jeu. Donc pour moi, les colliers sont trop gros en diamètre. Donc il faudrait des colliers plus petits en diamètre. Et pourtant, avec de la feuille d'alu, j'ai essayé de rattraper un petit peu le diamètre. Il y en a qui vont me dire, mais oui, mais il faut mettre les joints en graphite. Que nenni, j'avais des joints en graphite neuf, hein, j'avais prévu le coup. Les joints ne rentrent pas ni sur le collecteur ni dans le tube. C'est pas les bons diamètres, ça ne rentre pas. Donc pour moi, ces tubes sont faits pour être montés sans joints. Par contre, la problématique, c'est encore une fois, hein, les colliers, du coup, ça vient pas bien serrer le tube sur le collecteur. Donc d'un point de vue installation, ces Dominator, c'est pas la folie. Après, bon, forcément, hein, on n'est pas sur du Akrapovic à 40 000 $, on est sur des échappements à moins de 400 balles. Enfin, moi, je les ai sortis le kit, donc les deux à moins de 400 balles. Bref, une fois que c'est monté, j'avoue, le style est vraiment pas mal, hein. Moi, j'aime bien ce style, ça garde un peu le style d'origine sans avoir la tubulure qui dépasse, hein. Ça fait un truc un peu fini avec l'embout d'échappement, là, cette version. Il y a plusieurs versions, hein. Il y a les embouts traditionnels qui sortent, les embouts d'échappement comme ça, il y a du noir, enfin, il y a plusieurs versions. Mais dans cette finition, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et de l'autre côté, même combat, donc chicane installée également, c'est plutôt pas mal. Niveau sonorité, bon, j'ai déjà testé un petit peu, hein, vous voyez, je vais pas vous mentir, ils sont un petit peu sales, j'ai déjà un petit peu roulé avec sur la route pour voir comment ça se comporte. Niveau montage, donc il n'y a pas de souci, à part, encore une fois,
le collier de ce côté-là qui est trop petit, trop grand, pardon, en diamètre. Donc, bah, ça vient pas forcément bien, tout du moins serrer ou bien bloquer le tube sur le collecteur. La béquille latérale, ça passe, c'est tout juste, hein, il y a un cheveu, mais ça passe, ça touche pas. Et le reste du montage, franchement, c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, le rendu esthétique, moi je trouve que le rendu esthétique est vraiment bon, que ce soit en latéral ou sur l'arrière. Sur l'arrière, ça lui donne quand même une petite gueule assez sympathique. Et d'un point de vue niveau sonore, on n'a pas, alors j'ai pas l'impression qu'on ait gagné vraiment en volume sonore, tout du moins en niveau sonore brut, en décibels, j'ai envie de dire. Par contre, on a une sonorité qui, on a l'impression qui est moins calfeutrée, moins bridée, entre guillemets. On a un son plus rauque, un son plus grave. Bref, c'est assez sympathique et surtout, alors, vous allez me dire, c'est très très subjectif le ressenti en performance. Certes, je suis entièrement d'accord avec vous et il y a énormément tout du moins de l'effet placebo qui vient jouer là-dedans. Forcément, on vient de mettre un pot d'échappement tout neuf, on a l'impression qu'on a gagné 4000 chevaux, la moto elle marche bien, etc. Bref, pour moi en tout cas, et j'ai pas l'impression que c'est trop du placebo, j'ai pas l'impression d'avoir gagné en patate de fou. Enfin, elle n'a pas gagné 20 chevaux la machine. Par contre, j'ai l'impression qu'elle reprend mieux. Sur un filet de gaz, elle repart mieux. J'ai l'impression d'avoir gagné un petit peu en couple, fluidité, j'ai envie de dire, ouais, c'est ça, en fluidité et en douceur, entre guillemets, du fonctionnement de la machine. Et j'ai également l'impression que dans les tours, donc quand on essore vraiment la poignée, elle monte un petit peu plus vite dans les tours et on va dire qu'elle rechigne moins à aller chercher vraiment dans le haut du spectre de fonctionnement moteur. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard parce que avec le petit colis que j'ai reçu aujourd'hui, on devrait encore un petit peu améliorer la chose. Et là où vraiment on a gagné, hein, donc ça, c'est les échappements d'origine, fixation avec les petits écrans. Bon, bref, là où on a vraiment gagné, c'est le poids. Parce que pour moi, les deux Dominator, ils sont encore plus légers qu'un seul échappement d'origine. Les échappements d'origine, c'est vraiment c'est des enclumes. C'est des gueuses sur l'arrière de la moto. Enfin, c'est vraiment des enclumes. Alors qu'avec ces Dominator, c'est vrai qu'on a gagné en look, on a gagné en poids. Et je trouve que la sonorité est un petit peu plus agréable, même beaucoup plus sympathique. Et j'ai l'impression quand même qu'on a gagné un petit peu en perfo, tout du moins en fonctionnement global de la machine. Donc, colis reçu aujourd'hui pour continuer déjà la révision de la bête et en continuer entre guillemets les modifications perfo et esthétiques de l'engin. Alors pour la révision, filtre à huile Iflo Filtro HF 204 pardon. Filtre à air DNA Performance. Alors c'est pareil, hein, l'effet des filtres à air compétition, machin de la mort qui tue. Bon bref, c'est plus effet placebo qu'autre chose. Moi, ce qui m'intéresse avec ces filtres-là, c'est le fait qu'on n'ait pas à les changer. Il suffit de les nettoyer. Hein. C'est garanti à vie. C'est écrit dessus comme le port salut. Je vous la fais à chaque fois cette blague. Bref, donc DNA Performance. La référence pour ceux que ça intéresse, c'est celle-ci, la R-H10N06-01. C'est le filtre DNA pour la CBF 1000 RC58. SC58, pardon. Et ensuite, qu'est-ce que je me suis trouvé? Bah écoutez, sur le site où j'ai commandé ça, je me suis dit, j'ai un peu fouillé, voir ce qu'ils avaient pour la CB1000F SC58, hein, donc mon modèle. Et j'ai trouvé ça. Donc j'ai trouvé des patins latéraux de protection, des patins de protection de chez GSG, a priori. Donc c'est bien hein, pour la SC58 de 2006 à 2009, CBF 1000, etc. Bon, j'ai payé ça 45 balles. Alors c'était en promo, il y avait une grosse promo dessus, moi je sais plus combien de pourcents, je me suis dit pour 45 balles, les crash pads, ça peut être assez sympathique à mettre sur l'engin. Donc, et ben voilà, donc je me retrouve avec les crash pads à mettre. J'ai également mon huile donc pour faire la révision. On va mettre le filtre à air, ça se trouve de l'autre côté de la machine. Et en mettant le filtre à air, je vais vous montrer aussi comment retirer le clapet à l'admission, parce que sur ces machines là il y a un clapet donc à l'admission pour diminuer les bruyances, on va dire les bruits de boîte à air. Mais enfin moi, de par ma culture mécanique, pour moi si tu fermes l'entrée d'air, tu brides un peu le moteur et tout du moins tu l'empêches de s'exprimer pleinement. Et c'est ce que ça fait, je vais vous le montrer tout à l'heure, ce volet à l'admission là, ça vient fermer la moitié, c'est pas juste un petit bout, hein, ça vient carrément fermer la moitié du conduit d'admission de la boîte à air pour que ça fasse a priori moins de bruit lors du fonctionnement.
Sauf que pour moi, quand tu fais ça, tu couches un peu le moteur, hein, tu as moins d'air qui rentre, donc forcément moins de coco, donc forcément moins de perfo. Bref, donc je vais retirer également cet engin-là. Donc écoutez, je m'attaque au démontage, la selle, le cache latéral et on pourra accéder à la boîte. Donc voilà, c'est fait, j'ai démonté le cache latéral. Pour information, pour démonter juste le cache latéral, il y a une seule vis et un petit téton ici dans le caoutchouc. Pas besoin de retirer la selle conducteur et donc pas besoin de retirer la selle passager. Moi, vu que je vais bosser un peu sur la boîte à air, je préfère avoir les mains bien libres et accessibles, donc j'ai préféré retirer tout ça. Ça mange pas de pain, c'est fait en 2 secondes et ça permet de travailler un petit peu plus facilement. Donc pour accéder à la boîte à air et à ce qui se passe dans la boîte à air, on a 3 vis cruciformes. Il suffit de démonter les 3 vis, il y a tout le bloc ici qui va venir et vous allez voir, c'est les fameux conduits et le volet il est là, donc vous voyez que le volet il ferme, je vous disais la moitié, mais finalement il ferme limite presque les 2/3 de l'entrée d'air à l'admission et ça fonctionne par dépression. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne tout de suite. Donc comme je vous disais, 3 vis cruciformes à retirer. La deuxième se trouve ici et la troisième est juste en dessous. Et donc une fois que toutes les vis sont retirées, on a le couvercle de la boîte à air qui vient et vous voyez sur le dessus, il y a la fameuse durite de dépression qui vient se brancher sur l'actuateur du volet. Donc ça, faut penser à retirer ça. Et on a donc ce fameux système à dépression qui, comme je vous disais, donc à faible charge, les 2 conduits donc sont ouverts. Hein, vous voyez, ça traverse des 2 côtés. Et à charge plus élevée, on a ce volet qui vient donc obstruer, hein, alors pas à 100% parce qu'il y aura toujours un peu de passage d'air, mais qui vient donc obstruer l'entrée d'air à l'admission, je pense donc pour limiter les bruyances à l'admission. On a donc notre boîtier, notre cartouche filtre à air d'origine qui se trouve ici. Donc qu'est-ce qu'il nous suffit de faire? On regarde déjà l'intérieur de la boîte à air, c'est propre, il n'y a pas de souci. Donc il suffit de remplacer la cartouche d'origine par le filtre à air DNA. Donc voilà le filtre DNA sur la gauche, filtre d'origine sur la droite, toujours par acquis de conscience et de toute façon il faut toujours vérifier qu'on ait bien les bonnes pièces. Hein. Donc vous voyez, on a un filtre qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au filtre d'origine, sauf que donc il est lavable et réutilisable et il est censé donc laisser passer plus d'air. Bon, en même temps ça se voit, là vous voyez, on voit rien à travers, bon il est sale en même temps et là on voit un petit peu à travers. Alors de là à utiliser ce type de filtre sur des machines de cross, etc., ou des machines qui vont beaucoup dans la poussière, moi je suis pas trop pour parce que vu que c'est un peu transparent, à mon avis on va faire rentrer des saloperies dans le moteur. Par contre, sur des machines de route comme celle-ci, qui sont pas amenées à faire du Sahara, j'ai envie de dire, bon, un petit peu de flux d'air en plus et surtout du nettoyage parce que, à savoir que donc, alors, les filtres comme les BMC, Cayenne et compagnie, ça coûte vite cher. Les DNA sont un petit peu moins chers généralement. Mais de toute façon, tout du moins moi, le prix où j'ai chopé en promo encore une fois ce DNA, c'était le prix de la cartouche d'origine, du filtre à air d'origine. Donc au lieu de le changer à toutes les révisions, là du coup j'ai un filtre à air qui est garanti à vie, lavable, réutilisable. Du coup ça me permet, avec le potentiellement gain en performance hypothétique, hein, mais je me base pas là-dessus forcément, mais surtout moi d'un point de vue maintenance, je trouve que c'est assez intéressant ce type de filtre à air. Donc maintenant, on s'attaque donc à l'entrée d'air. Il va falloir bien entendu obstruer et condamner ce tuyau, hein, parce que vous voulez pas de prise d'air et vous voulez pas de saloperie qui rentre, parce que ce qui dit dépression dit que ça va dans le moteur, ça. Donc ça, il faut bien boucher, bien l'obstruer. Moi, ce que je compte faire, c'est mettre une vis auto-taraudeuse dedans et avec ensuite enrouler ça, j'ai envie de dire, de scotch d'électricien, du Chatterton, pour être sûr que ce soit bien étanche et qu'il n'y ait pas de saloperie qui rentre dans le moteur. Sinon, pour retirer cette membrane à dépression, cet actuateur, a priori, il suffit juste de le tourner pour le désemboîter. Donc, je vais m'occuper de ça et je vous montre ça tout de suite. Donc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, pour démonter l'actuateur, rien de plus simple, hein, on lui fait faire un quart de tour, ça se déboîte et donc là, ça vient. Par contre, il reste accroché dans le volet. Volontairement, je l'ai laissé accroché dans le volet pour vous montrer. Donc, potentiellement, comme je vous disais, hein, ça vient bloquer l'entrée d'air. Donc, il suffit de le déboîter du volet comme ceci, si j'y arrive. Voilà. Et ensuite, on vient le sortir. Donc, on a ce diaphragme hein, qui fonctionne avec une dépression. Donc, qui va venir tirer ce crochet. Et donc, ce crochet va venir donc tirer sur le volet qui va venir donc obstruer l'entrée d'air. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, moi, je vais sortir le volet, sortir l'actuateur, sortir le volet, boucher le trou
autant que faire se peut avec du scotch alu, je pense, sur l'extérieur. On va voir si ça tient et ensuite remettre tout ça dans la machine. Et voilà, l'opération chirurgicale est terminée, j'ai envie de vous dire. Voici l'objet du délit. Donc le volet à l'admission, le volet de blocage à l'admission avec son actuateur. Donc à l'intérieur maintenant, on a bien les deux conduits qui sont bien ouverts. J'ai remis le bout de plastique, il a fallu que je découpe pour bien sortir l'axe. J'ai remis ça avec un fer à souder, on fait un peu fondre le plastique, ni vu ni connu. Ça passe crème. J'en profite de bricoler comme ça, vous voyez, alors avec l'éclairage que j'ai, mais du coup, il y a la marque Wurkos là, Wurkos, pardon, avec la petite lampe là HD03. Ils m'ont envoyé ça. Alors du coup, je me suis dit, je vais pas faire une vidéo dédiée à ça parce que pour moi, il n'y a pas forcément matière à faire une vidéo complète là-dessus. Par contre, du coup, je l'utilise pour bricoler là sur la moto quand j'ai besoin un peu d'éclairage. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que donc, c'est une petite lampe qui a une pince, donc vous pouvez accrocher ça, moi j'accroche ça sur mon col là, donc ça permet d'avoir un peu comme une lampe frontale, sauf que c'est accroché à votre col, vous pouvez accrocher ça à vos fringues, et en plus il y a un aimant, vous voyez, là sur l'étau, elle est aimantée, donc on met ça par exemple sur la moto, si on veut bosser, on met ça sur le cadre en acier de la moto, ça tient, ça permet d'éclairer ce qu'on veut, enfin le cadre en acier ou peu importe, on accroche ça sur un truc aimanté, et mine de rien, parce qu'au début quand je me suis dit, vu la taille de l'engin, je suis pas sûr que ça éclaire bien fort. Et il y a deux fonctions, mais je vais vous montrer ça tout de suite, donc c'est rechargeable en USB, par le dessus, il y a un port USB type C. Pour l'allumer, on a le petit bouton sur le côté, donc on appuie sur le bouton sur le côté. Donc là, on est en mode spotlight, j'ai envie de dire, et là, on est en mode flood. Donc si vous voyez sur l'écran, là, il y a toutes les LED sur les côtés qui sont allumées, et là, c'est plus une LED centrale. Et là, on est sur la petite puissance. Donc, petite puissance, on commence déjà à avoir pas mal. Donc, comme je vous disais, en flood, ça éclaire plus une lumière diffuse. En spot, c'est vraiment une lumière directionnelle. On appuie une fois sur le bouton, on éteint. On rappuie sur le bouton, on appuie deux fois, bam! Là, on passe en éclairage maximum. Et autant vous dire que ça vous éclate la tronche. En éclairage maximum, on voit vraiment super bien. Moi, j'ai été stupéfait pour un petit machin comme ça. La puissance d'éclairage, c'est quand même assez dingue. Et si on appuie 3 fois dessus, on a l'effet stromboscopique. Bon, là, c'est plus pour aveugler les gens. Bon, là, c'est plus si vous êtes en mode tactical, j'ai envie de dire. On a un mode, encore une fois, SOS. Ça fait du morse, ça fait SOS. Et après, on a d'autres modes de flash. Là, c'est juste un flash une fois de temps en temps. Et une fois que c'est éteint, on a même un mode RGB. Vous voyez, là, on est sur des couleurs. Et si on clique, on a différentes couleurs, différentes fonctions. On a du rouge. Et après, on a différents, là, genre un truc arc-en-ciel avec les couleurs qui changent. Enfin bon, bref, on a plein de possibilités possibles d'éclairage. Et surtout, avec le petit bouton sur le côté, là, on a la version lumière diffus ou lumière plus spot. Et franchement, du coup, au début, j'étais pas forcément full convaincu, mais pour bosser donc sur la moto, par exemple, là, en lumière un peu plus diffus ou là, en lumière spot, et là, je suis pas en puissance maxi. Si je la mets en puissance maxi, on a vraiment un éclairage qui est vraiment pas mal pour aller chercher des petits trucs dans des endroits qui sont assez restreints, que ce soit avec la version, avec la possibilité donc du magnétisme, hein, vous voyez là, elle est accrochée sur le cadre, elle est magnétisée, ou alors avec la petite pince pour accrocher sur les fringues, ou encore on a un petit anneau, un petit bout de paracorde là pour l'accrocher sur un sac à dos ou plus sur des vêtements, c'est vrai, enfin ou sur des fringues, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment pas trop mal. Alors c'était juste une petite aparté pour vous parler de ce produit. Donc ils me l'ont envoyé, hein, encore une fois, c'est pas moi qui ai acheté ça, ils me l'ont envoyé pour tester et je leur ai dit pourquoi pas, je l'intégrerai bien dans une de mes vidéos. Donc c'est la Wurkos HD03, hein, c'est écrit dessus. Pour ceux que ça intéresse, franchement, moi j'ai été bluffé par le fonctionnement de ce petit machin là, dans un petit packaging comme ça. On arrive à avoir une puissance d'éclairage qui est vraiment pas déconnante. Bref, revenons à nos moutons. Donc le clapet est viré, l'actuateur est viré. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Nettoyer, boucher le trou et renquiller ça sur la moto en lieu et place. Boucher, ne pas oublier les amis, boucher le tuyau. Donc ça, je vais m'en occuper et ensuite, je vais pouvoir passer à autre chose et je m'installerai bien mes tampons de protection et ensuite vidange. Voilà pour boucher le trou, hein, la bonne vieille astuce du scotch alu, de la feuille d'aluminium hein, qui est collée. Bien entendu sur l'extérieur, si vous mettez ça à l'intérieur, si ça se décolle, ça risque de rentrer dans le moteur. Là, aucun risque que ça rentre dans le moteur. Avec la chaleur du moteur, je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps. Peut-être que ça va se décoller, je ne sais pas, je garderai un œil là-dessus au cas où.
Et ensuite, pour boucher donc le tuyau, encore une fois, la bonne vieille astuce de la vis auto-taraudeuse dedans, une vis que vous savez pas comment faire, j'ai envie de vous dire, une vis de recyclage, de récupération, bien verrouillée et maintenue en place, donc bien serrée déjà, bien verrouillée et maintenue en place avec du Chatterton. Ensuite, je vais camoufler ça dans le trou là-bas. Je vais sûrement l'accrocher avec un collier plastique pour bien rilsan, pour la tenir à sa place. Et ensuite, je remonte l'entrée d'air admission et on en a terminé de ce côté-là. Et je m'attaque au tampon. Donc voilà, comme vous voyez, tout est remis en lieu et place. Hein, pas de problème pour le remontage. Le tuyau, vous voyez, je l'ai passé bien derrière, je l'ai bien bloqué, pas de souci de ce côté-là. Là, le câble, il est bien libre, il faut faire attention de ne pas le coincer. L'admission d'air, tout du moins, le conduit d'admission d'air a été remonté. On a bien les vis qui sont en contact. Alors, vous étonnez pas, vu que le joint du filtre à air est neuf, hein, il est un petit peu épais, vous n'allez pas pouvoir mettre en contact tout de suite à la main. Donc vous l'approchez autant que possible à la main, vous mettez les 3 vis gentiment sans serrer comme un âne, et ensuite vous approchez les vis pour comprimer un petit peu le joint qui va bien faire son étanchéité, et assurez-vous bien quand même donc que les deux parties de la boîte à air sont bien en contact au milieu pour pas être embêté du coup. Alors maintenant que la partie admission filtre à air est terminée, je m'attaque au tampon latéraux. Alors, donc ça vient d'Allemagne, donc bah, c'est écrit en allemand, mais on a de l'anglais quand même. Et ça nous dit qu'il faut faire attention à pas mélanger la gauche et la droite. A priori, la vis de gauche serait plus longue que la vis de droite. Donc j'en déduis qu'on est bien, si on suit le schéma, on est bien donc à gauche 110, à droite 100. Et on a les photos, ça correspond. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va simplement falloir retirer la vis de fixation moteur, venir mettre la nouvelle avec le tampon et mettre le petit cache en plastique sur le tampon. Allez, je m'occupe de ça. Bon, et bien voilà, rien de plus simple, hein, comme je vous ai dit, on retire les vis fixation moteur d'origine, on met les nouvelles avec les tampons. Donc à droite, encore une fois, ne pas mélanger la gauche et la droite. La gauche, c'est la plus longue. Là, on a un trou qui est pas très joli, donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend les deux petits caches esthétiques. Ça, c'est les vis d'origine. Vous voyez bien qu'il y a une vis plus longue que l'autre, forcément. On vient mettre donc les petits caches esthétiques à leur place. Et d'un, on a bien entendu le clic. Et le deuxième, même punition, on met en place. Et voilà. Il est clipsé, donc là c'est bon, on a les patins qui sont installés. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? La vidange en huile avec le bouchon de vidange qui se trouve ici au milieu, au fond, et le filtre à huile qui se trouve de l'autre côté, ici derrière le petit cache en plastique. Donc vidange, on vire le filtre, on met le nouveau filtre, on remplit avec l'huile neuve, on vérifie le niveau avec ici le petit œilleton, vous voyez, niveau mini, niveau maxi, on fait ça correctement et on sera bon. Enfin si, je vais pas vous mentir, regardez, j'ai déjà des pneus neufs, j'ai 2 pneus neufs parce que donc le pneu avant il est chibré, hein, le pneu avant il est vraiment fatigué et le pneu arrière il est encore bon, j'ai envie de dire, mais moi j'aime bien avoir les deux mêmes pneus à l'avant, à l'arrière, mettre du pneu neuf parce que c'est pareil, j'ai regardé les dots sur les pneus, c'est des pneus qui sont assez vieux quand même, mine de rien. Avec l'hiver qui arrive, j'avoue, je préfère passer en pneu neuf. Et dernière petite chose qu'il faudra que je fasse sur la machine, je sais pas si vous allez l'entendre, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai un très léger, j'ai un micro-jeu dans la roue arrière. Alors, est-ce que c'est le porte-couronne ou est-ce que c'est le roulement de roue? Dans le doute, j'ai tout commandé, roulement de roue porte-couronne. Donc, quand je ferai les pneus qui va être fait chez un ami, dans l'atelier d'un ami, hein, d'un garagiste, donc je vais utiliser la machine à pneus, la presse, et comme ça, je pourrai changer mes roulements de roue arrière, changer mes 2 pneus. Donc, partir avec 2 balles neuves, et donc j'aurai une moto avec la vidange qui est faite, une moto qui sera complètement révisée, remise à neuf entre guillemets. Et ensuite, on pourra aller tester ça sur la route. Mais pour l'instant, vidange. Donc, comme je vous l'ai dit, pour la vidange, on a le bouchon de vidange qui se trouve au milieu, ici, là, au centre. On a donc le filtre à huile avec son carter, son cache de filtre à huile et les 2 petites vis qui le maintiennent. Encore une fois, un filtre à huile, ne me serrez pas ça à 400 Nm. Ça sert à rien. Un filtre à huile, ça sert à la main. On vient en butée, on serre un petit coup, il n'y a pas de souci parce qu'après, quand ça chauffe, ça se bloque et c'est le bordel à retirer. Donc là, clé de filtre à huile, ça vient tout seul. Très bien. Jusque là, on est bon.
Vous voyez que l'huile, je vais pas vous mentir, elle est pas belle l'huile. Alors, il n'y a rien de critique, hein. Il n'y a pas de particules métalliques, donc ça indique une bonne santé du moteur. Ça fait pas de l'huile de conte de fées, moi j'appelle ça, avec des petites paillettes métalliques partout. Là, c'est joli, mais c'est pas bon pour le moteur, ça d'habitude. Donc là, on a un moteur qui a l'air en bonne santé. Par contre, elle est bien foncée l'huile, hein. Donc et il le mérite, hein, ce changement d'huile, il n'y a pas de souci. Donc là, on démonte le filtre à huile. On essaye de ne pas s'en foutre partout sur les mains. Vous voyez, ça coule toujours un peu avec le filtre à huile. Voilà, on vide le filtre à huile dedans. Ça va couler un petit peu sur l'échappement, donc ça risque de fumer quand on aura redémarré la moto. On était sur un filtre à huile Honda, hein, donc ça prouve que c'est une machine. Alors soit la personne qui a fait la précédente entretien a racheté un filtre Honda, soit l'entretien a été fait chez Honda en direct. Moi, vous avez vu, c'est du Iflo Filtro que je vais mettre, donc ce ne sera pas du Honda. Donc ça, je pose ça sur mon chiffon pour pas pourrir le sol du garage. Je vais laisser donc égoutter, bien entendu, donc la partie filtre à huile, la partie bouchon de vidange. Je vais remettre le bouchon de vidange, bien lubrifier le nouveau joint torique du nouveau filtre à huile avec de l'huile propre tant qu'à faire, éviter de prendre de l'huile sale. Bien nettoyer la portée de joint sur le filtre à huile. On revisse le filtre à huile, on remet le bouchon de vidange, le cache du filtre à huile et ensuite on remplit par le bouchon de remplissage. Bon et ben voilà, filtre à huile neuf en place, bouchon de vidange remis à sa place. Le bouchon de vidange, c'est pareil, me serrez pas ça comme des abrutis, ça sert à rien de serrer ça comme un dingue. Tout ce que vous risquez, c'est de péter le carter, péter le filetage, péter le carter, enfin le taraudage. On vient en appui, on met un petit coup jusqu'à ce que ce soit dur. Enfin, quand on dit on vient en appui, on vient jusqu'à ce qu'on sent le point dur, on a métal contre métal entre guillemets, et ensuite on remet un petit coup, ça suffit. Le filtre à huile, je vous disais aussi, c'est pareil, c'est à la main, alors avec les deux mains si vous voulez, et avec des gants pour que ça adhère un petit peu plus, mais c'est écrit dessus. Sur le filtre à huile, il y a écrit quoi là? En tout cas, il y a écrit entre 8 et 12 Nm de coupe de serrage. C'est rien, 8-12 Nm, c'est ridicule. Alors bon, j'avoue, moi je suis pas équipé comme en garage, j'ai pas une clé à filtre avec la clé dynamo qui va dessus, mais dans l'idéal, c'est ça qu'il faudrait faire. Moi je le fais à la main, je mets les deux mains, je mets en appui, je mets un petit coup, je serre jusqu'à ce que vraiment ce soit dur, mais à la main, c'est tout. Avec des gants, si vous voulez, comme je vous dis. Donc maintenant, tout ça c'est fermé, hein, le moteur maintenant est bouché, hein, est fermé. On a notre bâche à huile qui est pleine, hein, donc ça va falloir vider dans le bidon d'huile vide, hein, moi c'est comme ça que je fais généralement. Et donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend le bidon d'huile neuf, on retire le bouchon de remplissage, on remplit jusqu'au niveau maxi sur le petit hublot, la petite fenêtre qu'on voit là. Profitez-en pour nettoyer votre hublot là, parce que bon, généralement c'est un petit peu sale, on voit rien. Là, vous passez un petit coup de dégraissant en décapant, on nettoie, et comme ça on a un hublot tout propre. Et je vous dis, ce genre d'intervention, franchement, c'est à la portée de tout le monde. Alors je peux comprendre hein, qu'il y ait des gens qui ne veulent pas se salir les mains, ou qui n'ont pas le temps de faire ça, ou qui n'aiment pas ça, ils ont juste envie de rouler avec la machine. Donc dans ces cas-là, vous l'emmenez au garage, pas de souci. Par contre, pour ceux qui veulent peut-être un petit peu mettre les mains dans la mécanique, ça franchement, il n'y a rien de compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Et si vous voulez le faire, si vous voulez vous lancer, franchement, allez-y, faites-le. Faites attention à ce que vous faites, mais faites-le, ça vous coûtera vachement moins cher en termes de révision, parce que vous avez juste les pièces. Hein. Un filtre à huile, c'est 4 balles. Hein. Les 5 litres, enfin les 4 litres d'huile, j'ai payé ça 30 balles sur Amazon, il y avait une promo. Encore une fois, le filtre à air, vous voyez, vous achetez un truc lavable, comme ça évite de le changer à chaque fois. Vous faites des économies, vous apprenez un peu la mécanique, et vous bossez sur votre propre machine, et ça n'a pas de prix. Après, je suis d'accord, il faut avoir le temps de le faire. Allez, donc pour terminer cette remise en état, tout du moins cette remise à neuf entre guillemets de cette CBF 1000, je vous emmène quand même faire un petit tour avec. Donc là ça y est, on est parti, réseau secondaire, on fait chauffer la machine gentiment. Donc comme je vous l'ai sûrement déjà dit lors de la présentation entre guillemets statique hein, de la machine, c'est une belle bête, hein. C'est une machine qui est assez lourde. En plus, avec les valises, les sacoches latérales et le top case derrière, ça lui rajoute encore du poids. Mais donc ce poids, on le ressent bien à l'arrêt, hein. Dans les manœuvres à basse vitesse ou à l'arrêt, on le ressent vraiment, on le ressent, hein. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. Par contre, une fois qu'on est en route, on a une moto qui est vraiment très agile, malgré son poids et son gabarit, hein, induit entre guillemets par sa catégorie, par sa cylindrée. On est sur un 1000 quand même, enfin sur une 1000. Donc on a une grosse machine.
mais ça n'empêche qu'une fois qu'on est en train de rouler, on s'affranchit complètement de ce poids. C'est vrai qu'on a une machine qui est agile, qui est agréable à rouler, qui est vraiment confortable à l'utilisation. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard sur la position de conduite et globalement le confort des commandes de la machine. Et donc même si on a une machine qui est datée, hein, on n'est pas sur une machine qui est de dernière génération, si l'on peut dire, on est quand même sacrément bien loti sur cette CBF 1000. Donc d'un point de vue position de conduite, on a, comme je vous disais, un cintre de guidon qui est assez haut. Du coup on a le dos assez relevé, on a le dos assez droit, on a les jambes, les genoux mine de rien assez pliés, mais on reste dans une position qui est confortable, pas de problème de ce côté là. La bulle, bah forcément, tout du moins mon véhicule est équipé d'une bulle dite haute en tout cas. Donc bah, on a cette protection supplémentaire hein, sur le haut du buste. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais vous verrez qu'à haute vitesse, on a un petit peu plus d'air qui arrive sur le haut du casque et on a des turbulences. Alors est-ce que c'est dû à la bulle? Est-ce qu'avec d'autres marques de bulles ça ne le fait pas? Est-ce qu'avec des bulles qui ont le petit recourbé derrière ça le fera pas ou moins? Je ne sais pas, hein, je vous avouerai que bah, j'en ai pas 36 exemplaires de cette CBF 1000 ou des bulles. Mais donc pour cette partie en ville, en tout cas à basse vitesse, on a donc une agilité qui est remarquable, qui est vraiment agréable et appréciable sur cette machine. On a un moulin, forcément c'est un 1000, hein, donc ça reprend sur le couple, hein. Vous voyez, je suis très bas dans le spectre d'utilisation du moteur et il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ça secoue pas, ça grogne pas, ça rechigne pas. Vraiment, vous voyez, hein, à peine 2000 tours sur un filet de gaz, ça enroule et ça tracte. Il y a du couple, c'est un 1000, jusque là, pas de problème. J'ai l'impression donc que ce comportement moteur est exacerbé, est amélioré par potentiellement les échappements. Et également, on va voir ce que ça donne ensuite, là, le petit mode là que j'ai fait sur l'amplificateur. On va voir donc si un peu plus haut dans les tours, ça nous donne un petit peu plus de moelle, un petit peu plus de couple ou de répondant sur cette machine, qui n'en manque pas, hein, bien entendu. Le freinage CBS, donc on utilise, si on le souhaite bien entendu, ABS CBS, hein. Enfin c'est pas si on le souhaite, c'est ABS CBS de base, mais donc si on le souhaite on peut utiliser la fonction CBS. Donc CBS ça veut dire quoi? Ça veut dire Combined Brake System, c'est de l'anglais, et ABS, si je ne m'abuse et si ma mémoire ne me trompe pas, c'est de l'allemand, et ça doit signifier en termes de traduction anti-bloquer système. Donc en gros c'est système de anti-blocage de roue, vu que c'est de l'allemand. Et pourquoi c'est de l'allemand? Parce que si mes souvenirs sont bons, encore une fois, il me semble que c'est Bosch qui aurait mis au point le premier système ABS. Bon bref, petite aparté donc technique et historique. Donc je reviens donc sur le CBS ABS de cette machine. Donc ABS anti-blocage des roues, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. On va donc avoir ces systèmes électroniques et hydrauliques qui va venir empêcher le blocage des roues. Donc ça c'est un sacré plus pour la sécurité. Et on a ce fameux CBS qui fonctionne avec la pédale de frein arrière et donc qui nous permet d'avoir un freinage couplé sur l'arrière et sur l'avant avec uniquement la pédale de frein arrière. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Quand on utilise donc le frein avant, on prend le frein avant, on a la moto qui plonge bien entendu parce qu'on vient comprimer la fourche, on a uniquement le frein avant qui rentre en action. Et là, arrivé au rond-point, je vais utiliser donc le CBS. Donc on prend la pédale de frein arrière, on appuie dessus, on sent que la moto se cale sur l'arrière, et ensuite on a donc cette répartition avant-arrière qui est assurée donc par le système CBS. C'est un confort supplémentaire et ça ajoute entre guillemets à l'efficacité du système de freinage d'origine déjà. Alors la prise d'angle avec cette machine est agréable, hein, bien entendu. On est sur une Honda, ils savent ce qu'ils font. On est sur un modèle, c'est pas un modèle entrée de gamme, hein. À l'époque c'était quand même, je dirais pas jusqu'à dire que c'était le fleuron de Honda, mais c'était déjà un modèle qui était bien placé dans la gamme Honda. Donc on a un comportement qui est rigoureux, qui est agréable, qui est agile, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, malgré l'embonpoint, vous voyez, on la met un petit peu où on veut la bécane, hein.
Alors forcément, l'embonpoint est là, donc il faut engager un peu le bus, il faut engager les cuisses et les fesses pour la faire bouger, mais quand elle y va, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pour une pseudo-routière GT, enfin vous appelez ça comme vous voulez, hein, on a quand même une machine qui est vraiment très agile, avec en plus une capacité d'emport qui est non négligeable. Donc là, réseau secondaire 80-90, j'ai très peu de vent sur le buste, très peu de vent sur le casque, j'ai une position qui est confortable, là je suis assez relevé, j'ai le buste qui est assez droit, les jambes pliées comme je le disais, mais on est vraiment confort. Ce confort est d'autant plus exacerbé par la douceur des commandes. Donc les commandes, comme je vous disais, 100% réglables, que ce soit l'embrayage hydraulique ou le freinage, donc soit juste avant, soit freinage CBS. C'est vrai qu'on a un confort d'utilisation de cette machine qui est vraiment pertinent et qui est vraiment appréciable. C'est une machine qui est vraiment polyvalente, elle vous permettra de faire un trajet boulot quotidien, elle vous permettra de partir en vacances ou en week-end avec madame ou tout seul grâce donc aux valises et au top case supplémentaire. Vous avez un confort qui est appréciable et qui est non négligeable sur les longs trajets. Donc c'est vraiment, j'ai envie de vous dire que cette machine, cette CBF 1000, c'est un couteau suisse, parce que quand on commence à la sticker un petit peu, elle y va, sans avoir bien entendu le comportement ou les performances d'une sportive ou d'une hyper sportive. Et quand on veut faire de la route, rouler tranquille, rouler utilitaire ou rouler confort, elle sait également très bien le faire. Vous voyez, moi j'ai tendance à rouler donc sur le couple et sur le départ régime, on va dire, du moteur. Et c'est vrai que c'est un moteur qui est très agréable à rouler, qui reprend très bien, sans à-coups. L'injection est bien maîtrisée. Encore une fois, réglez bien votre jeu à la poignée de gaz, hein. Il n'en faut ni trop peu, ni trop, tout court. Et donc là, en étant bien réglé et avec une bonne révision, on a une machine qui est vraiment sans à-coups à l'injection, qui est vraiment confortable. Alors la sellerie, je parle de confort, donc je vais vous parler de la sellerie. La sellerie, forcément, elle est vieille, hein. C'est une machine qui a 68 000 km, elle a quelques dizaines d'années, elle est vieille. Donc le plastique, il est bien lisse, hein, il est bien usé entre guillemets, donc ça glissouille un petit peu sous les fesses. Par contre, la mousse sous la selle est plutôt confortable, rien à dire de ce côté là. La position de conduite est confortable, on a une bonne visibilité arrière et 3/4 arrière avec les rétroviseurs qui sont sur la tête de fourche. Encore une fois, avec la bulle haute, on a une bonne protection aérodynamique. Franchement, c'est pour ça que je vous dis, cette machine, c'est vraiment un couteau suisse. C'est une machine qui est vraiment polyvalente et qui fera tout ce que vous lui demandez. Alors peut-être pas parfaitement, mais elle le fera bien, ça c'est une certitude. Et malgré le fait que ce soit une vieille mamie, je trouve, à titre personnel, hein, que la ligne de la machine n'a pas trop vieilli. Alors oui, ça a pris un coup de vieux par rapport aux constructions plus modernes et à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les catalogues des constructeurs. Mais je trouve que malgré cet âge, c'est pas des lignes qui sont complètement dépassées, c'est des lignes qui restent agréables à regarder et qui sont vraiment sympathiques en termes de style, avec les petits clignotants intégrés, etc. Je trouve que c'est encore, malgré son âge, une belle machine. Donc la mise sur l'angle, encore une fois, elle y va toute seule, on pose le regard, elle y va, on sent les suspensions qui travaillent et après ça part. Allez, on va essayer de se faire une petite accel juste pour le plaisir. C'est pas une catapulte, mais il y a déjà largement assez. Eh bien écoutez, encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a fait autant plaisir qu'à moi de remettre sur la route cette CBF 1000. Abonnez-vous, cliquez sur like, c'est 100% gratuit, ça m'aide sincèrement vraiment beaucoup. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.